Mesdames et messieurs, on se retrouve pour le deuxième épisode sur les crypto-monnaies. Après avoir parlé des bases des cryptos, l'arrivée du Bitcoin, le système financier en règle générale, ta grand-mère, les accords de Bretton la Woods. grand-mère de Julien, qu'on salue. On va parler un peu plus en détail de l'investissement en crypto, Ouais, je pense mais qu'on est aussi là. comment on achète tout simplement. Et puis j'en profite, si vous n'avez pas écouté le premier épisode, on vous renvoie évidemment à celui-là parce que c'est la base. Si vous n'avez pas de grosses connaissances en crypto, commencez par celui-ci. On a essayé de démystifier au maximum ce que c'est, comment ça fonctionne, pourquoi ça existe, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à passer sur le premier épisode en premier et ensuite revenir à celui-ci. J'en profite avant de démarrer, si vous aimez cet épisode, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, à laisser un avis et à partager l'épisode. Ça nous motivera pour faire d'autres épisodes. Ouais, Sinon, on arrête tout. C'est ça, on arrête tout. J'ai un gros Il y en a marre. chantage. Et puis, il faut dire quand même qu'on n'est pas en train de tourner vers un podcast 100% orienté crypto. Là, on a fait 2 épisodes. C'est pas une série, c'est la deuxième partie et la dernière partie. On reparlera sûrement de crypto, c'est sûr. Mais on a voulu le séparer en 2 épisodes pour avoir, dans un premier temps, les fondamentaux nécessaires à comprendre ce dont on va discuter là maintenant, aujourd'hui. Ouais, on fait un focus sur ce sujet-là pendant 2 épisodes, mais après, on repartira sur d'autres Imprimante thématiques 3D, liées aux technologies, à la C'est ça. productivité, etc. Les gars, Oui. Comment on achète des cryptos? Est-ce que déjà, Thomas, tu sais, tu nous l'as dit dans le dernier épisode, tu en as. Oui. Donc, comment tu as fait? Comment j'ai fait je me suis renseigné auprès de YouTube d'abord pour savoir comment faire. Puis après, j'avais des amis autour de moi qui m'ont expliqué « Oh, faut que tu ailles sur une application et tout. » Je dis « Oh, ok, c'est cool et tout. » Et en fait, tu as une application sur l'App Store ou sur l'ordinateur, en fait, c'est sur le web aussi. Android Il aussi. y a plein d'applications, hein. Sauf que moi, j'ai choisi d'aller sur Binance. Donc, celle qui est la plus connue aujourd'hui, celle qui est la plus utilisée, En on France. va dire la plus populaire. Je rappelle, avant qu'on aille plus loin dans les détails, que cet épisode ne comporte pas de conseils en investissement. Exactement. Tout ce qu'on dit, c'est juste nos expériences, notre façon de voir les choses. On vous dit pas d'acheter ou de ne pas acheter des crypto-monnaies. Vous faites ce que vous voulez. Voilà. Voilà. Mais vous pouvez Je précise. m'en envoyer à moi Mhm. si vous Ouais. voulez. Et je précise qu'il y a un code pour s'inscrire à Binance dans la description. Tiens, Ouais. voilà. Le code C'est un code de parrainage. Voilà. Après, vous faites ce que vous voulez. C'est une, Vas-y, non, mais Thomas. c'est une façon de nous financer sans sortir de l'argent de votre poche. Exactement. Vous pouvez nous encourager. Exactement. Et en gros, après, je me suis connecté à cette application, j'ai créé mon compte, etc. Donc, déjà, il faut faire bien attention à bien créer un compte sécurisé. Donc, faites tout ce qu'ils vous demandent. Ouais, faut pas mettre mot de voilà. passe 1, 2, 3. On exige Exactement. de mot de Et les passe, F2A, ou c'est ça, le truc de sécurité La double authentification. ouais. authentification. Quel genre d'informations personnelles t'as fourni sur cette application-là? Il te demande certaines pièces d'identité en photo. Donc, ta pièce d'identité, tes informations pas bancaires. Ça, c'est Mais que une seulement preuve si tu mets de de l'argent. domicile, quand Preuve même. de domicile, etc. Et tes informations doivent concorder avec les deux. Ok. Donc, Donc voilà. ça, c'est ce qu'on appelle, ce que disait Julien la dernière fois, le KYC. Donc en anglais, c'est Know Your Customer. Et c'est ce qui permet de vérifier, de lutter contre le blanchiment d'argent, la fraude, etc. Il me C'est semble. ça. Tu C'est la confirmes même ça? procédure pour les Voilà. néobanques Et aussi. depuis- Ouais, peu. dans le monde financier, c'est la même chose. Depuis peu, tu as sur Binance, du coup, la deuxième étape pour Ouais. avoir un compte certifié, c'est ça, hein, qui te permet d'aller encore plus loin Pour sur les ta certification. NFT où il y a quelques Ouais. limitations. Ouais. ouais. Voilà. Donc il y a des degrés de vérification d'identité qui C'est ça. permettent de transférer ou d'acheter plus ou moins de De quantité aussi, ouais, c'est ça. quantité, Quand tu n'as ouais. rien, tu peux avoir un truc non sécurisé, mais tu peux pas dépasser un certain plafond. Mais Ouais. allons, continuons sur la base. Tu as créé ton compte, Ouais. tu as fourni de l'information personnelle, Ouais. tu as validé ton identité auprès de Exact. Binance, et ensuite, Et ensuite, j'ai tout simplement été voir quel projet m'intéressait et dans quoi je voulais acheter. J'ai pris ma carte de crédit. J'ai mis de l'argent dessus, comme quand vous achetez quelque chose sur Internet, et ça se met instantanément. Donc ça va créditer ton compte, on va dire Binance, avec Ouais. tes, en l'occurrence, dollars canadiens. Oui. Et à partir de là, tu peux les convertir, enfin acheter des crypto-monnaies. C'est ça. Moi, j'ai avec acheté ces d'abord dollars canadiens. de l'USDT. On avait parlé dans l'autre épisode. C'est un coin, une monnaie en fait qui Stable. est très stable en fait, qui reste toujours à $1. Et après, j'ai dit, ok, qu'est-ce que je fais maintenant? Et j'ai transformé ces USDT, donc j'ai acheté avec ces USDT. Du coup, Mhm. je sais plus ce que j'avais acheté, mais de l'Ethereum, il me semble. Ouais, Ethereum. Ok. C'est ma première monnaie, crypto-monnaie. Là, tu as parlé de Binance. C'est ce qu'on appelle un exchange. Je
crois qu'on l'a dit dans le premier épisode. Une plateforme. Il y en a d'autres, des exchanges. Les plus connus, c'est quoi? Les gars, ceux que vous connaissez ou que vous utilisez? Coinbase. Il y a Kraken. Crypto.com. Après, il y en a d'autres. Il y a Bitstamp en Europe, qui est assez connu. Il y a celui où on a acheté aussi. Ascendex. Ouais, Ascendex. Au Canada aussi, il y a KuCoin aussi qui est super bon pour les altcoins. Ouais. Et au Canada, il y en avait un là ça a été une immense fraude là, j'ai oublié le nom. Bah, du coup, on va pas la On va citer. pas le recommander. C'est mieux d'éviter. Mais les plus Non, mais pour connus, dire qu'il faut faire attention, il y en a beaucoup. Ouais. Si vous allez aller sur le top 3, on va dire Binance, Crypto.com et Coinbase, vous êtes tranquille. Après, il faut regarder les frais. C'est surtout ça qui va vous décider vers l'un ou vers l'autre, et puis l'interface. Mais ça se ressemble quand même pas mal. Des frais de transfert. Frais de transaction. Alors voilà, C'est ça. justement, à chaque fois que tu achètes de la crypto-monnaie, Oui. peu importe de laquelle crypto on parle, on a des frais. Ouais, Et c'est ça. est-ce que c'est toujours le même montant? Est-ce que c'est un frais fixe? Est-ce que c'est un pourcentage? Comment ça fonctionne? C'est inclus dans le taux de change, en fait. Ouais, c'est comme un taux de change. Mais ça, c'est peut-être un petit rappel intéressant. Si on parle juste du Bitcoin, et c'est le plus facile, parce qu'on en a parlé dans la partie 1 de l'épisode, on disait qu'on minait du Bitcoin. D'accord? Initialement, si tu voulais du Bitcoin, il fallait le miner, tu n'avais pas le choix. Aujourd'hui, vu qu'il y a un certain nombre de Bitcoins qui sont existants et qui circulent sur le marché, sur le réseau, toi, tu peux dire, bon, bah tiens, aujourd'hui, le prix du Bitcoin, c'est ça. Est-ce que quelqu'un veut me donner son Bitcoin ou sa partie de Bitcoin en échange du montant qu'il vaut? Et C'est ça. en fait, c'est ça. Et les exchanges, finalement, eux, ils ont une quantité de Bitcoin et tout autre crypto disponible. Et ils rendent ce service à l'utilisateur lambda, qui n'est pas mineur, qui n'a pas accès à tout ça. Tout simplement, prendre son argent fiat, lui donner l'équivalent en crypto. Et après, oui, il y a des services. Et ça, c'est comme n'importe quel broker. Finalement, donc les brokers, c'est pareil pour les actions. Quand tu achètes une action, tu ne vas pas chez Apple. Tiens, Tim Cook, il va te donner une action. Tu es obligé de passer. En fait, Apple émet des actions qui sont ensuite rachetées. Donc, c'est ce qu'on appelle le marché primaire. Ensuite, on va vers le marché secondaire. Et là, tu as des intervenants, finalement des opérateurs, qui vont acheter ces actions et les revendre à des particuliers. Mais on est d'accord Donc, que même chose pour la crypto. ces exchanges sont des entreprises Oui, privées. absolument. Est-ce que si l'une d'entre elles, notamment Binance par exemple, ferme boutique pour une raison X ou Y, ils partent avec tout notre argent, entre guillemets, toutes nos cryptos? Bah, c'est pour ça, c'est encore le Far West, et c'est pour ça qu'il y a eu énormément de scams. C'est arrivé, il y a plein de gens, effectivement, l'argent a disparu, quoi. Après, les États, en fait, de plus en plus régulent l'histoire du Know Your Customer et compagnie. Faut savoir qu'aujourd'hui, déjà, moi, je me dis, quand tu es rendu comme Binance, ils ont tout à perdre parce qu'ils font tellement d'argent, en fait, avec les transactions que les gens font, que ce serait con de partir avec la caisse. Tu comprends? C'est un revenu qui est assuré. C'est une entreprise qui fonctionne, quoi. Donc, il n'y a pas de raison de la liquider. Donc, voilà. Mais après, effectivement, les gouvernements vont s'assurer que ces compagnies-là soient trustables. Alors après, il y a plein de choses. Tu peux regarder le siège social, il est où. Tu peux regarder les commentaires, etc. Suivre un maximum, quoi. Mais le côté aussi anonyme des crypto-monnaies, on l'a plus vraiment avec ces exchanges qui demandent ton identité finalement. Et étant donné que, alors, on va parler après des portefeuilles, des wallets, on peut transférer en fait son argent, enfin ces crypto-monnaies qu'on a achetées sur les exchanges, sur un portefeuille. Oui. Et un portefeuille, ça, c'est décentralisé. Ouais, c'est ça. T'as des portefeuilles décentralisés. Mais le truc, c'est que même si c'est décentralisé, on a toujours le côté... on a quand même tes informations parce qu'en fait, ton adresse qui était sur ton exchange, elle te suit en gros sur ton portefeuille. On va voir qu'il y a une transaction vers un compte. Le compte se trouve être finalement ce qu'on appelle un ledger, donc mettons un portefeuille physique dans lequel, alors on va parler des clés privées, tout ça, je ne veux pas trop rentrer dans le détail, mais on sait qu'il y a un transfert qui a été fait vers un compte. Après, à qui le compte appartient, on ne le sait pas nécessairement si ce compte-là n'est pas enregistré auprès d'un exchange. En fait, le seul moyen d'acheter, de rester anonyme, c'est au moment de l'achat. Si j'achète sur un exchange, c'est foutu. Okay. Si j'achète du Bitcoin, alors il y a des réseaux peer-to-peer qui existent sur Internet, tu peux acheter de particulier à particulier. Je m'arrange avec un particulier, il me vend son Bitcoin, moi je lui donne de l'argent. Personne ne sait que j'ai le Bitcoin. Et après, je peux transiter sur le réseau, acheter de la crypto avec du Bitcoin. On n'est pas obligé d'acheter avec du dollar ou même du stablecoin. Je peux acheter du XRP, par exemple, avec du Bitcoin. Tout va être référencé. En fait, c'est comme les devises. Si j'achète une devise, c'est par rapport à une autre. Donc, j'achète de l'euro par rapport à du dollar. Et bien, tout est en contrepartie avec le Bitcoin. C'est possible d'acheter n'importe quelle crypto en échange de Bitcoin. Donc là,
je vais poser une question Et puis, t'as les que ATM beaucoup de aussi. gens vont peut-être se Ah, poser du coup. Mm. C'est que, si je comprends bien, on rentre dans quelque chose qui n'est finalement pas une banque, mais finalement qui est une bourse géante. Une plateforme. Mais du coup, qu'est-ce qui vient remplacer la banque là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a en place à banque? Qu'est-ce que c'est? Ben, si, admettons, la banque, ça n'existe plus, etc., Mm. en quoi la crypto-monnaie, qu'est-ce qui fait que c'est la banque de demain et qu'est-ce qui fait que on a notre argent qui est safe que, Ok. bon, ok. Alors, on l'a dit tout à l'heure, il y a finalement les banques centrales, la banque centrale en fait, ou les banques centrales parce que tu as le FMI, enfin bref, qui vont imprimer l'argent. Et après, tu vas avoir les banques commerciales qui vont garder pour toi ton argent. OK? La crypto-monnaie, on l'a dit, donc il y a un processus, un algorithme, voilà, il y a des conditions qui ont été établies et précises. Par exemple, sur le Bitcoin, donc on a dit qu'ils sont minés, il y en aura 21 millions. Après, quand l'argent il est à toi, le fait de le garder, vu qu'il est sur la blockchain, tu n'as pas besoin d'un intermédiaire. Et c'est pour ça que, du coup, on a des frais qui sont extrêmement minimes parce que les banques, aujourd'hui, c'est un intermédiaire qui est extrêmement gourmand, qui se régale à chaque fois que toi, tu fais la moindre transaction. Après, Et en c'est qu'il y plus, a il aussi peut bloquer il y ton a des argent. frais de fonctionnement d'une banque, parce que c'est un endroit Il y a des- physique, il y a des Voilà. employés, il y Ça, a c'est il y a normal, des coûts, exactement. etc. Donc, c'est pour ça que déjà, les banques Internet coûtent moins cher. Oui. Mais après, ils ont un contrôle sur ton argent. C'est ce qu'on disait à l'épisode numéro 1. Aujourd'hui, la banque, elle veut geler ton compte, elle peut. Elle va dire, tiens, on suspecte une transaction chelou, on va tout bloquer. Et t'es baisé. Il y a d'ailleurs crypto, on peut des anecdotes de personnes qui voulaient acheter, qui voulaient envoyer de l'argent sur un exchange, justement. Et la banque leur a refusé l'envoi de leur argent sur l'exchange parce que ils avaient décidé qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait un transfert sur un exchange pour que ça aille dans de la crypto, en fait. Ah, moi, Ça par t'est exemple. arrivé C'est arrivé. Mais en fait, si tu veux, c'est parce que au Québec, ici, vu qu'on fonctionne avec le fameux système de carte de crédit, techniquement, moi j'ai réussi à faire jusqu'à 4 transactions avec ma carte de crédit parce que ici, en fait, c'est pas ton argent le crédit, c'est l'argent de la banque, tu vois, en quelque sorte. Et réellement, ton argent, c'est la débit. Donc, si tu avais une débit qui va sur Internet, là, ça fonctionnerait. Mais par contre, si tu utilises ta crédit et qu'il flag, C'est interdit. voilà, c'est interdit, il c'est pas- t'interdit. Il y a C'est normal. la première règle, c'est de ne pas Ouais. payer du crédit avec du crédit. Exactement. Ouais, c'est ça. Mais Mais donc, tu ne peux pas tu peux pas envoyer de l'argent, du dollar canadien sur un exchange dans ce cas-là. Bah, en fait, ça dépend des plateformes. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Puis, ça dépend des services. Mais globalement, la carte de crédit, tu peux pas utiliser le crédit pour alimenter quelque Oui, mais chose alors, avec de tu l'argent. peux pas utiliser ta crédit pour envoyer de l'argent, mais tu peux pas non plus utiliser ta débit sur Internet. Si, tu peux utiliser ta Il y a débit. certaines cartes de débit que tu peux. Je disais, celles qui ont les 3 chiffres derrière, c'est Ouais. des débits Ouais, Internet. ouais, Tu une peux, vraie ouais. carte débit. Ouais. Ouais. Moi, tu vois, je peux pas l'utiliser la mienne sur Internet. Donc, ce Ouais. que j'ai trouvé comme solution, peut-être ça peut peut-être vous aider, je suis dans les néobanques, en fait, vous permettent, du coup, via votre carte de crédit, de mettre de l'argent sur la néobanque. C'est pas Et des là, cartes de ça- crédit. Non, Les mais ça néobanques- fonctionne, du coup, par Internet. Donc, Ah ouais. je me suis fait une virtuelle, j'ai même pas de carte visite. Mais c'est pas en physique. dollar canadien dans ce cas-là. Bah, si, parce que tu choisis ta devise. Oui, mais c'est pas une néobanque Une canadienne, c'est conversion. une néobanque européenne. Bah, j'en ai une européenne, Ouais, mais voilà. du coup, je prends du CAD dedans. Et puis, Mais en fait, il y a un intermédiaire. Ce que Florian dit, c'est qu'il y a un intermédiaire entre les deux. Donc, Ouais, c'est ça. ça part d'un compte européen qui, lui, est traduit C'est ça. en canadien et ensuite, tu peux acheter avec. En fait, l'idée de la carte de crédit, c'est que il te donne un montant d'argent pour que tu puisses acheter des choses et pas retirer de l'argent. D'ailleurs, quand tu utilises ta carte de crédit pour Tu peux pas, retirer de l'argent, bah, tu as des taux d'intérêt incroyables. Il Ouais, faut que tu c'est fou. rembourses le plus rapidement possible, sinon tu vas te ruiner. Donc, payer du crédit avec du crédit, c'est pas légal. Et une chance qu'ils t'ont pas plus sanctionné que ça. Bah, en fait, ils te sanctionnent pas, ils te bloquent en fait juste la transaction et ils te disent qu'elle n'est pas possible tout simplement. Les 3 premières, généralement, elles passent. Et quand j'avais eu ma seconde carte, parce que j'en avais une qui avait été volée, ma seconde carte, pareil, j'en ai eu 2, 3. Et puis après, tu avais dit, bah non, j'arrête. Voilà. Le En fait, tout dépend de comment la transaction est déclarée. Moi, je le faisais avec la carte Revolut que vous connaissez ou Ouais, je sais N26 que ou ça, peu importe les néobanques. Ça dépend comment eux, ils déclarent la transaction. Mais c'est pas recommandé. Parce que du coup, moi, j'étais bloqué ici. Je me disais, mais comment je vais m'acheter de la crypto, tu vois? Mhm. Et ben après, Ah, tu il y peux a lier un compte quand même. la néobanque. Non, parce que ça marchait pas. Ok, mais c'est peut-être un problème Ouais. relié par rapport Ouais, ça marchait à pas. ta banque. Mais en fait, tu as plusieurs options. Tu peux mettre une carte débit, tu peux mettre lier directement ton compte, un peu comme PayPal en fait, quand tu vas alimenter Tu peux ton compte. lier directement ton compte. Ouais, mais ici, ça marchait pas avec Non. la banque Bah, dans laquelle je suis. Au ça Canada, marchait Canada, pas. ça dépend des banques. Mais Alors, c'est assez Coinbase avec délicat. la Banque Royale Canadienne, ça marche bien. C'est vrai? Ouais, Ok. il n'y a pas de problème. Ok. Et donc, si on revient à notre histoire où on a Thomas qui a de l'argent sur son exchange, qui a acheté de la crypto, si après il veut le sortir de cet exchange pour vraiment le posséder dans un wallet
donc privé en fait pour Un lui, portefeuille, ouais. un portefeuille. Comment on fait? Ouais, c'est ça. Alors ça, c'est une notion très importante. C'est que tant que, donc par exemple, je rentre sur Binance, on va prendre l'exemple de Binance, j'ai acheté de la crypto, tant que je laisse ma crypto sur Binance, on a une expression qui dit not your keys, not your wallet, not your money, not your crypto. Excuse-moi, je l'ai complètement bloqué. On a une expression qui dit not your keys, not your crypto. Donc ça veut dire que la crypto, on est dans le même problème que la banque. C'est-à-dire que oui, Binance, il sait que c'est ta crypto à toi, mais demain, il peut te bloquer ton argent. Donc, on n'a pas résolu le problème des banques. On se rappelle que la crypto, à la base, c'est je possède mon propre argent. Attends, excuse-moi, je te coupe. Il n'y avait pas une anecdote d'ailleurs avec Justin Trudeau pendant les problèmes à Ottawa. Si, bien sûr. Ils avaient demandé à friser les Bien sûr. comptes, les parce comptes que- crypto sur les exchanges aux manifestants. Oui, on revient toujours On au y revient contrôle de l'État sur. Le contrôle. L'État ne peut pas lâcher, les banques aussi. Parce que le pouvoir central amène le contrôle. Mais l'enjeu Donc- est énorme, donc. Donc, pour éviter ça, en fait, une fois que tu as fait ta transaction, ta crypto, il faut que tu l'envoies sur un wallet. Alors, tu vas avoir des wallets qui sont des applications sur ton téléphone et tu vas avoir des wallets physiques. D'accord? Ça ressemble à une clé USB. En fait, ce n'est pas ta crypto que tu mets sur la clé USB, c'est ta clé privée. Et là, on va être obligé d'expliquer quelle est la différence entre une clé publique C'est de la et sécurité, privée. en fait, tout simplement. Aujourd'hui, il y a des compagnies, quand ils donnent un ordinateur de la compagnie, ils donnent une petite clé. C'est les YubiKey ou peu importe les compagnies qui font, c'est quelque chose qui permet de t'identifier. C'est comme de la double authentification, mais c'est hardware, c'est physique, au lieu que ce soit juste C'est ça. software à travers une application. Et c'est pas plus dangereux? Non. Parce que si on peut pas te physique, hacker. on peut te prendre la chose. VS, si c'est. T'as quand même quelque chose à faire. Oui, il y a, ok, il y a d'accord, un ok, pin, ok. il y a un Ok. pin souvent. C'est ça. Mais pour revenir au concept clé privée et clé publique, ça c'est un concept de cryptographie. Ça n'a rien à voir avec la crypto-monnaie, c'est juste que la crypto-monnaie utilise ces technologies-là. C'est que par exemple, je vais envoyer un message à Julien. La première étape, c'est que je vais générer deux clés, une qui va être publique, une qui va être privée, deux clés qui sont en moi. Je vais envoyer ma clé publique à Julien. Julien, il va coder son message avec ma clé publique qui ne pourra être décodé qu'avec ma clé privée à moi. Donc, lorsque je reçois le message, même s'il est intercepté par quelqu'un au milieu, en fait, personne ne pourra rien faire avec parce que ça prend la clé privée que j'ai. Donc, il me répond, il m'envoie le message. Il n'y a que moi qui peux le déchiffrer avec ma clé privée. Moi, je me fais une représentation mentale. Alors, elle est peut-être erronée, mais ça me permet de bien le comprendre. J'imagine ma boîte aux lettres. Donc, si tu as mon adresse, tu peux m'envoyer du courrier. Ça, c'est ma clé publique, finalement. Mais tu ne peux pas accéder à mon courrier qu'on m'a envoyé. Moi, j'ai la clé de ma boîte aux lettres. Je peux l'ouvrir et je peux accéder à toutes les lettres qu'on m'a envoyées. Donc, ça, c'est ma clé privée. La clé pour ouvrir ma boîte aux lettres. Je le représente comme ça. C'est peut-être faux, là. Quelqu'un Il y a juste un concept de quelque chose de statique versus quelque chose de permanent versus Ouais. temporaire parce que les clés, c'est pas quelque chose qui est Ouais, statique t'as comme raison. une boîte aux Voilà, lettres. c'est ça, C'est quelque chose qui est généré à Ok. chaque Il faut transaction. imaginer que la boîte aux lettres de Elle Julien, change elle change de de serrure à place. chaque fois en fait, pour Ouais, chaque voilà, transaction, bien sûr, chaque ouais. courrier. par mesure de sécurité. Donc, si j'ai bien compris, il faut deux clés pour envoyer de l'argent sur un wallet, Mm. un portefeuille. Tu l'as dit, il y a les wallets physiques avec, donc Ouais. il y a la plus connue, notamment qui est française, il y a la Ledger. Ouais. Et après, il y a d'autres wallets physiques qui existent, d'autres marques. Il y a Trésor de mémoire. Trésor il y qui a est très d'autres, connu. d'autres Tu as comme ça. même un partenariat entre Trésor et alors j'oublie, il y a une application, une interface, en tout cas, il commence. Ça, c'est un milieu qui est en plein changement. Ouais. Et en fait, il faut savoir qu'à l'origine, ce que tu pouvais faire, c'était l'imprimer, ta clé. Fait que tu sais, c'était sur du papier. Mais là, ta maison, elle flambe, tu perds ton papier. Donc, c'est compliqué. Là, aujourd'hui, c'est très accessible, c'est très facile. C'est une toute petite clé USB. Et en fait, quand tu vas avoir ta clé, tu vas avoir ce qu'on appelle des seed words. Donc, c'est des Des mots mots-clés. clés qui vont te permettre de récupérer ton code si jamais tu l'as oublié. En fait, de mémoire, la clé Ledger, notamment, Ouais. c'est une donc, clé USB, tu l'as dit. On la rentre dans son ordinateur et là, ça va te demander Voilà, c'est ça. de choisir les mots dans le bon ordre, en fait. Exactement. Donc, on a quand même besoin des deux. Ouais. Si je récupère ta clé, je peux pas juste la brancher à Non. mon ordinateur Non, c'est et ça. accéder à tes cryptos. Exactement. Il faut Exactement. aussi que j'ai C'est donc une ta identification. phrase, donc seed ça. word. Faut le voir comme un code, comme un pin en fait en plus, mais sauf qu'au lieu que ce soit un pin, ce sont des mots de Mais phrases. c'est peut-être une quinzaine, une vingtaine de Ouais, mots. on entre va deux, dire, d'accord. hein. Ouais, et c'est des mots du coup qu'il faut jamais laisser dans son téléphone. Prenez pas. D'habitude, on recommande de les écrire sur un bout de papier. Moi, par exemple, tu peux le donner à quelqu'un. Bref, de pas toujours forcément l'avoir dans ton portefeuille avec tout, tu vois. Mais ne prends pas de photos. Tu comprends? Parce que si tu te fais hacker ton téléphone, Mhm. Et Ouais, il y a je pas- peux dire qu'il y a Ok. des hackers aujourd'hui qui ils sont très sont forts, focus sur ça, donc ils cherchent tout ce qui est relié Mais entre si 12 tu vois une liste de mots comme ça dans ton portefeuille, admettons, Ouais. comment tu sais que ça va être
ce portefeuille en particulier qu'il faut aller cibler. Parce qu'on peut avoir plusieurs portefeuilles. Tu peux avoir une clé Ledger, tu peux avoir une clé Trésor, tu peux avoir des wallets MetaMask ou des trucs comme ça sur Internet. Comment le hacker va savoir que c'est exactement celui-là qu'il faut aller chercher, tu vois? Ça reste quand même une étape supplémentaire. Ouais. Bah, quand tu as une clé physique, c'est pour ça que c'est le plus sécuritaire. Parce que du coup, il faut les deux. Oui. C'est ça. Non, mais souvent, quand on cible la personne, on a déjà toute cette information-là. Tout ce qui va manquer, c'est justement ces mots-clés-là. Donc, oui, c'est la dernière étape. Ouais, donc souvent... Et encore une fois, tout est public, donc on sait toutes les adresses et c'est quoi combien elles ont sur leur compte. Donc, les attaques sont très ciblées, là. Donc, il ne faut pas non plus penser que les hackers vont aller cibler des gens qui ont l'équivalent, quelques milliers de dollars, tu vois. Mhm. On dit que c'est très sécurisé, etc. Quand même, voilà. Mais entre applications, donc on peut faire d'un exchange à un autre un envoi de crypto-monnaie parce que on sait qu'il y a certains exchanges, donc Binance aura quelques crypto-monnaies que tu peux acheter, un autre exchange aura d'autres crypto-monnaies que tu peux acheter. Mais j'ai déjà entendu des gens qui disaient que quand ils faisaient un transfert, des fois, ils avaient mal rentré les choses et ils ont perdu leur argent. Donc, comment c'est possible? Est-ce que ça peut être contré? Est-ce qu'on peut, vu qu'on dit, là, on vient de dire justement, c'est écrit partout, on sait tout ce qui s'est passé et tout, pourquoi on n'arrive pas à les récupérer? Ok. Alors, il y a plusieurs choses dans ce que tu viens de dire. Je sais, je suis... Non, mais déjà, effectivement, la notion que tu puisses transférer, alors oui, par rapport aux cryptos qui sont listés, c'est quand même peut-être intéressant de le dire. Tu vas avoir des exchanges justement qui sont plus sérieux que d'autres et qui vont prendre le temps de regarder les projets. Ils ne vont pas lister n'importe quoi. Ils vont regarder l'équipe, ils vont regarder si c'est solide pour faire une espèce de premier filtre à leurs clients. Donc c'est pour ça. Après, tu as des exchanges qui se donnent moins la peine. Par contre, pour ceux qui cherchent à faire des gros coups, qui veulent acheter des petites cryptos, tu peux le faire sur d'autres exchanges. D'accord? Donc c'est pour ça que des fois, toi, tu as un projet qui t'intéresse, que tu as vu, il n'est peut-être pas listé sur Binance. Souvent, Binance, c'est un des derniers parce qu'ils ont plus de filtres que les autres, ou Coinbase, etc. Donc, tu vas d'abord l'acheter sur des petits exchanges qui sont un peu moins regardants, quitte à pouvoir le transférer plus tard sur ton Binance si tu veux tout centraliser et que lui, il a fini par le lister. Après, quand tu l'envoies, on l'a dit tout à l'heure, il n'y a plus d'intermédiaire, il n'y a plus de banque centrale. Ça, c'est le côté fun de la centralisation. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de prendre ta responsabilité. C'est la banque qui va le prendre pour toi. Donc, tu as un problème, tu vas écrire à ton banquier, tu vas chialer un peu, il va te faire « Ah oui, on va vous rembourser, machin ». Donc, tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu comprends? Il faut que tu choisisses. Si on veut prendre le contrôle de nos finances et ne plus demander à avoir un intermédiaire, il faut prendre sa responsabilité, il faut faire attention. Si je me trompe au moment de taper mon adresse, je l'envoie à quelqu'un d'autre. C'est tout. C'est fait, c'est fait. Et comme je disais, on ne peut pas revenir dans le passé. Donc, ce qui est fait est fait. On peut pas. Ou alors, il faut que la personne me la renvoie. Mais c'est rare que le gars. T'as pas son adresse mail, quoi. Bitcoin. Donc, c'est ça. Tu fais un transfert Interac, tu te trompes sur l'adresse, quelqu'un le reçoit, et puis c'est juste que oui, il y a cette étape supplémentaire où il faut rentrer un code, sauf que là, tu sais, la transaction. Après, pour se tromper aujourd'hui, et alors d'ailleurs, je le précise parce que j'ai entendu un hack qui est possible. Et par rapport au hack, c'est un peu intéressant ce que tu disais, c'est que souvent, c'est les exchanges qui vont hacker, parce que c'est là qu'est l'argent. C'est pas Thomas Faso avec ses 2 bitcoins et encore. Que tu vas venir, il aimerait bien. Que tu vas venir hacker, tu comprends, tu vas plutôt viser Binance ou des trucs comme ça. Mais en fait, tu vas souvent copier. Donc, tu as des copies rapides de l'adresse. Par exemple, tu vas envoyer de Binance à Coinbase, je dis n'importe quoi. Donc, tu vas sur ton Coinbase, tu vas dire « Je veux déposer du Bitcoin ». Je vais prendre mon adresse. Ensuite, je vais retourner dans Binance, là en l'occurrence, dans mon exemple. Je vais faire un retrait vers où? Vers l'adresse et je vais la coller. Et en fait, il y a des hackers qui vont sur le téléphone et ce qu'ils font, c'est que l'adresse, elle est fucking longue. Hein, c'est des lettres et des chiffres. Et souvent, les gens, ils vont regarder vite fait le début et la fin et vont dire ouais, c'est bon, c'est bien ça a bien collé. Et tu as un petit mot, si tu es sur iPhone, qui dit coller depuis, machin. Et ben en fait, ils vont changer juste quelques lettres au milieu du truc. Ultra perfide. Ce qui fait que toi, tu check vite fait devant, derrière, tu dis c'est beau, je fais mon transfert et jamais tu reçois l'argent. Donc, tu vois, ça, c'est le côté un peu pas pratique qui manque encore à la crypto. Tu vois. C'est ça qui va faire que le niveau d'acceptance ou d'utilisation est encore un peu plus élevé que mais la sécurité va se développer. Elle est déjà vachement plus facile. Toi, tu as fait un transfert entre deux? C'est pas la sécurité, c'est plus l'usage en fait et les moyens utilisés. La facilité de faire les transferts. Exact. On utilise encore des fonctions et des trucs hachés là qu'on envoie alors qu'on pourrait utiliser des adresses simples. C'est juste que ça va venir avec le temps. Ouais. Quand j'avais basculé sur Ascendex, donc de Binance à Ascendex, j'ai eu peur. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Et en plus, quand tu fais le copier-coller, tu as des choix aussi de... Je sais pas c'est quoi,
Mais il y a des choix. Si tu es dans telle catégorie, il faut que tu Ouais. le mettes dans une autre catégorie. Et si tu te trompes, ça va pas. Alors, selon les réseaux aussi, des fois, tu vas avoir en plus des mots-clés comme XRP. Je me rappelle, moi, j'utilise Exactement. beaucoup XRP parce que ça coûte moins cher les frais de transaction. Et il y a toujours un code en plus. Mais là, Binance, aujourd'hui, et je suis sur Coinbase, c'est pareil, c'est vachement clair. Ils te disent, alors attention, vous êtes sur le réseau XRP. C'est juste qu'en fait, il faut être cohérent. Si j'envoie sur le réseau XRP, il faut bien que je choisisse le réseau XRP. Des fois, tu vas avoir plusieurs choix et tu ne sais pas trop. Et des fois, tu peux passer par plusieurs réseaux. Et là, je vais rentrer dans la technicité, mais tu vas avoir maintenant ce qu'on appelle des surcouches. Donc, c'est des réseaux qui sont créés sur d'autres réseaux qui vont avoir des frais de transaction beaucoup plus limités. Mais ça, tu peux l'expliquer comme une agence où tu peux acheter des devises, mais qui appartient à un gros groupe, en fait. Tu peux avoir des petites agences. C'est aussi simple que ça. Ouais, d'ailleurs, bon, tu l'as un peu évoqué, le concept des layer 1 et layer 2. Comment ça fonctionne? Alors là, tu vas rentrer épisode numéro 3. Là. Mais par exemple, Ethereum, donc, qui est le réseau le plus utilisé aujourd'hui, moi, je le vois vraiment. Bitcoin, pour moi, remplit la fonction de l'argent. Ethereum, ça va être tout le reste. Ça va être vraiment un réseau sur lequel il va y avoir des applications qui vont répondre à beaucoup, beaucoup de choses. Et en fait, du coup, tu as ce qu'on va appeler des gas fees, qui sont des frais qu'il faut payer de transaction à chaque fois que tu vas vouloir faire des échanges sur cette couche-là. Un layer 2, il y a plusieurs projets qui sont en développement. Tu as Optimism, par exemple, qui en est un. On pourrait en citer vraiment un seul, mais il y en a plusieurs. Donc, ce qu'ils vont faire, eux, c'est qu'ils vont créer une copie parfaite du layer 1. Ils vont avoir des frais beaucoup plus bas. Et en fait, ils vont juste noter les transactions. Donc, c'est comme si au lieu de faire la transaction physiquement, comme moi, c'est comme ça que j'ai compris. Encore une fois, je n'ai pas la prétention d'avoir tout compris. Hein. Peut-être que je me trompe. Si c'est le cas, corrigez-moi dans les commentaires. Je ferai mon mea culpa. Mais de ce que j'ai compris, c'est que c'est vraiment une copie parfaite du layer 1. Et là, on va juste noter les transactions qui ont lieu. Et tant que tu restes sur ton layer 2, bah, du coup, tu as des frais de transaction beaucoup plus bas. Et tu peux faire tes transactions comme tu veux. Et au moment où tu veux revenir sur ton layer 1 parce que tu veux cash out ou tu veux sortir du réseau, à ce moment-là, tu n'as pas le choix de revenir sur ton layer. Et là, tu vas payer les gas fees. Mais tu le paieras juste quand tu passes du layer 1 au layer 2 et quand tu reviens du layer 2 au layer 1. Pas à chaque fois que tu vas faire du trading d'une crypto à l'autre, ce qu'on appelle du swapping, tu vas passer de l'une à l'autre. C'est là que le layer 2 est intéressant. Et ça, pour moi, c'est le vrai le scaling d'Ethereum. C'est ça l'avantage qu'il y a l'Ethereum sur la blockchain de Bitcoin. Est-ce que je l'ai bien expliqué, Abdel? Ouais, c'est bon. Moi, j'ai compris. Je suis pas. Et alors, autre question, là, pour vraiment novice, est-ce que toutes les cryptos sont limitées en nombre de jetons comme le Bitcoin? Genre, Bitcoin, on dit, il y en a 21 millions, il y en aura 21 millions. Est-ce que toutes les cryptos sont pareilles? Non. En fait, c'est ce qu'on appelle donc une tokenémique. Je ne sais pas trop comment traduire ça, mais c'est en fait quand l'économie du jeton, enfin l'économie du projet, quoi. Ouais, bien joué. En fait, chaque projet va traditionnellement, comme le Bitcoin, on va publier ce qu'on appelle un white paper. Donc, l'entreprise qui est derrière le projet va publier un white paper avec la précision. Et tu peux faire ce que tu veux. Tu peux dire, on va, ce qu'on appelle des fois burner ou brûler des coins. Ça veut dire, tu commences avec beaucoup, beaucoup de jetons et ensuite, on va en brûler après un certain temps ou après certaines opérations qui ont lieu. Et à ce moment-là, tu peux vraiment faire ce que tu veux. Donc, tu peux avoir une crypto inflationniste, tu peux avoir une crypto déflationniste. Tu peux créer tous les jetons tout de suite, ils sont tous disponibles, ou seulement une partie, ils doivent être bloqués un certain temps. Tu peux faire vraiment ce que tu veux. En fait, l'idée, c'était de ne pas rester bloqué. Les gens avaient peur un peu de rester bloqués avec le concept de Bitcoin et de dire, OK, le genre, on va frapper 21 millions, qu'est-ce qui va se passer? Et puis, ça a créé une incertitude dans l'esprit des gens. Donc, l'Ethereum, justement, l'idée, c'était justement de pas se limiter à ce niveau-là. Parce que finalement, c'est comme l'or. On a beaucoup comparé Bitcoin à l'or et on n'est pas les seuls à faire cette comparaison. L'or, il y en a une quantité finie sur Terre. Mais c'est pareil, en fait. C'est la même chose. C'est 21 millions, comme encore une fois, c'est un chiffre random. Mais c'est surtout le fait que l'offre est limitée, comme l'or. Donc, c'est une ressource qui est finie. Et du coup, ça change toute Et l'Ethereum, on sait combien on a un peu ou... Ethereum, alors, si je ne veux pas dire de bêtises, là, au contraire, c'est inflationniste. Donc là, ils sont obligés d'en brûler, justement. Ouais. Et après, là, il y a pas mal d'enjeux sur Ethereum parce qu'ils veulent changer en plus. C'est peut-être un bon moment pour en parler. Mais au moment où le podcast va sortir, ce sera à peu près le moment où il y aurait le Ethereum 2.0. Ouais, donc c'est en septembre, hein, je pense. Il y a moyen, ouais. Ça fait plusieurs années qu'ils disent ça. Ça sera peut-être pile au moment du... Oh mon Dieu, là, on sera vraiment dans l'actualité. Mettez un pouce bleu. Mais effectivement, là, c'est des enjeux. Donc, Bitcoin est traditionnellement fait sur le proof of work. Donc, il faut miner, il faut dépenser l'énergie aujourd'hui, comme on l'expliquait dans l'épisode numéro 1, pour créer la crypto. Et forcément, il y a une chose qu'on entend souvent, c'est par rapport aux problématiques environnementales.
parce que ça consomme extrêmement beaucoup d'électricité. Bon, ça c'est quelque chose qui est discutable parce qu'en fait, c'est comme Ça dépend où les le chiffres, minage. ça veut tout dire et rien Ouais. dire en fait. Ça dépend. Je le mets en perspective par rapport à quoi, tu vois, par rapport à d'autres industries qui sont vachement plus polluantes, mais on n'en parle pas. Il y a beaucoup de choses autour de ça. Bon, et puis entre Le point est quand même valide parce le que point est valide. ça dépend où le mining est fait, le minage. Voilà. Le minage est fait parce que nous, on est ici au Québec, l'énergie est verte, c'est justement l'énergie des barrages hydroélectriques. Donc, Alors, c'est- vas-y, excuse-moi. vas-y. Petite parenthèse là-dessus, puisqu'on en parle du coup, il faut savoir que le Bitcoin, et moi j'ai trouvé ça génial, dans certains pays, ça a permis de créer des centrales de production autonomes. Donc, pour avoir travaillé sur le réseau électrique en France pendant quelques années, tu dois toujours justifier techniquement, mais aussi économiquement, n'importe quelle évolution de réseau. Techniquement, c'est assez facile. Même souvent, on le justifie 10 ans avant de le faire. Le problème, c'est qu'économiquement, ça ne fait pas de sens. Donc, souvent, on va justifier par les pertes. On va dire, tiens, là, finalement, on perd de l'argent, c'est pas assez optimisé. Et une fois qu'on a représenté assez de pertes, comme au magasin, quand on aura assez de vols, on va justifier d'avoir un vigile. C'est le même principe. Donc, ici, il faut savoir que Bitcoin a permis, du coup, par exemple, en Afrique, à créer des centrales au fil de l'eau qu'on n'était pas capable de justifier économiquement. Maintenant, tu rajoutes une centrale qui va miner du Bitcoin. Le Bitcoin, tu vas le convertir en argent. Et du coup, tu viens de justifier l'investissement de cette centrale-là qui va produire de l'électricité localement dans ce village-là. Il faut savoir qu'à travers le monde, il y a énormément d'énergie renouvelable qui a été créée grâce à Bitcoin. Et ça, on ne le prend pas en compte dans le calcul quand on dit que Bitcoin est polluant. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention, il faut vraiment mettre en perspective cette donnée-là. Mais bref, cela dit, restons pragmatiques. Il y a d'autres choses qui peuvent exister. L'innovation ne fait que commencer. Je pense d'ailleurs qu'un des premiers, c'était un réseau français. C'était Tezos qui avait, j'espère que je ne dis pas de bêtises, mais qui avait eu l'idée du proof of stake. Donc plutôt que de le créer, en fait, tout est déjà créé. Mais par contre, il faut le garder un certain temps pour que justement, il se passe certaines choses sur le réseau. Et en fait, Ethereum veut passer à ce système-là, donc d'une preuve de travail à une preuve D'enjeu. Ouais, c'est ça, hein? Enjeu ou stake. participation. Un peu C'est comme bien, un hein. actionnaire qui garderait des actions un Ouais, certain stake. temps. C'est clair? Ouais. T'es sûr à que peu c'est près. ça, le proof of stake? Ouais. Ah ouais. Ouais. C'est le côté garder un certain temps. C'est pour ça qu'Ethereum, par Ok, exemple, ceux qui ont d'accord. participé à Ethereum 2.0, ils Ok. vont avoir des Ethereum qui sont bloqués pendant un certain temps. Après, ils vont pouvoir vendre 10% après tant de temps. Je dis pas D'accord. quoi dans les chiffres. Et ça Ouais, cherche permet la- que tout le monde ne vende pas en même temps et que le réseau se crache. Ok. En fait, c'est ça le but du Bah, jeu. tu veux justement pas venir créer, basculer l'offre et la demande et puis jouer Ouais. sur la Ça la offre une volatilité. pérennité dans Ouais. dans l'évolution finalement du réseau. En fait, moi, ce que j'aime bien à Ethereum, c'est pas focus sur le volet financier et ça peut utiliser sur plein de domaines. Donc, il y a des projets qui n'ont rien à voir avec. Il y a des projets de comment garder la chaîne de froid là, sur l'Ethereum. Je trouve ça incroyable. Alors que le Bitcoin, à la base, c'est quelque chose qui est plus monnaie, finance. Ouais, donc quand on parle d'applications, c'est quoi les différents projets, les plus connus ou les plus prometteurs, on va dire, avec Ethereum? Smart contract, c'est le Ouais. premier qui vient. Qui me- Alors, c'est il quoi, va c'est quoi, falloir, c'est quoi traduire. Les contrats intelligents. Les Vas-y, contrats Abdel, démerde-toi. De façon, comment vulgariser ça, des contrats intelligents? Est-ce que je peux prendre un exemple de quelque chose qu'on fait aujourd'hui dans notre quotidien? Ouais, vas-y. Tu volontiers. Alors, vous voulez acheter une maison, donc vous allez voir un notaire. Le notaire, il utilise le registre de cadastre de la ville de Montréal, où on est, pour enregistrer justement la transaction. Donc, encore une fois, c'est centralisé en termes de registre. Le faire sur la blockchain de l'Ethereum, tu vas avoir en fait une sécurité en termes de, encore une fois, la distribution de la validation de la transaction. Donc c'est une sorte de, enfin c'est un contrat expliqué. C'est un que contrat. ça remplace le Électronique. contrat papier que Alors- a actuellement et ça le met dans la blockchain en fait, c'est ça? Ouais. Par exemple, je crois Il est signé, validé et mis dans la blockchain, ça prouve que tu as bien acheté par exemple une maison, un appartement. ça pourrait Ou aussi autre. régler un problème au niveau des plateformes de crowdfunding comme Kickstarter, qui est la plus connue là. Aujourd'hui, on met de l'argent sur un projet qui va sortir à un moment donné, puis des fois le projet sort pas et puis l'argent n'est pas remboursé. Donc si c'est fait sur un smart contract, en fait, c'est que tu as la certitude Ouais. que tu vas Une récupérer. fois que les conditions sont réunies, Ouais. on délivre l'argent comme c'était promis. Et on ne peut pas revenir là-dessus. Le smart contract est scellé dans la blockchain Ouais. et visible par tout le monde. Avec un smart contract, tu n'as que deux états. C'est soit c'est rejeté, soit c'est le contrat il est rempli, Ouais. soit il est rejeté. Il en fait. exact. Bien. Il Ouais. passe à l'étape suivante où il revient à l'état initial. Parfait. Après, il y a eu. Donc, tu vois,
je refais un petit clin d'œil à l'épisode numéro 1. Je disais, comme dans le système bancaire ou la finance traditionnelle, on a eu 2 innovations dans les 50 dernières années. On voit juste la crypto, là, depuis tantôt, on fait juste parler de tout ce qui est sorti. Juste dans les 2 dernières années, donc il y a eu définitivement alors, la finance décentralisée. Pour moi, ça, c'est un des plus gros enjeux. Et après, on a eu les NFT. Tu voudrais peut-être en parler, Thomas, je te laisserai parler des NFT. Ouais, ce sera plus un autre épisode, je pense. Ou peut-être que un ça. autre épisode. Ouais, hein, mais il y a d'autres projets. Hein. Là, j'en ai cité juste un pour les actes, par exemple. Attends, tout donc tu as dit les smart contracts pour acheter une maison, tu as pris cet exemple-là, mais en fait, est-ce que ça peut certifier la propriété de n'importe quel type d'objet? Genre, tu achètes une œuvre d'art Alors, physique, c'est l'NFT, ça. un tableau physique. ouais. Est-ce que tu peux certifier que ce tableau t'appartient? Est-ce que ça, c'est un smart contract? Non. Pour moi, c'est un NFT, ça. Non, mais exact. pourquoi c'est la même chose qu'une maison? Dans ce cas-là, ta maison est un NFT. Bah, en fait, s'il y a un contrat derrière, oui, tout à fait. Moi, je te parle d'un n'importe produit quel physique, contrat. d'un produit physique qui valide un certificat d'authenticité qui, lui, est dans la blockchain, mais qui n'est pas représenté numériquement avec un JPEG de ton tableau, tu vois. Très bonne Je dis question. un bijou. Je t'offre, je sais pas, un magnifique collier qui coûte super cher, d'accord? Au lieu d'avoir un papier qui, lui, peut brûler dans ta maison, machin, Tout à tu fait. peux avoir un certificat d'authenticité dans la blockchain qui certifie que tu possèdes et qu'il est à toi. Ouais. C'est pas un NFT, hein, d'accord? Pour moi, le smart contract, c'est l'échange. Le NFT, Ouais. c'est la possession. C'est le mais oui, s'il a échangé, on peut voir qu'effectivement, il est à toi. Parce que quand tu lui parles d'NFT, c'est aussi qu'il y a quelque chose de numérique qui est représentatif de ton objet C'est en ça. réel aussi. Ouais, mais ça peut être adossé, moi je pense effectivement aux actes de propriété, ça pourrait être par rapport Tout à ce qui est entente l'identité, contractuelle, en fait. tout ce qui Il y a une a besoin compagnie- d'unicité. Il y a une compagnie suisse, un horloger suisse, en fait, qui ont adopté les smart contracts, justement, pour valider l'unicité de leur montre. Donc, tu sais exactement Mais que... est-ce qu'on peut dire que chaque NFT a un smart contract associé? C'est vrai ou c'est pas vrai? Alors ça, je ne saurais pas dire. Si on part de ce principe-là, ça, Moi non plus, je Déjà, pourrais pas NFT, on parle de NFT depuis tout Ouais, à l'heure, ouais, mais oui, on n'a pardon. pas défini ce que c'était. Alors c'est non-fungible token, donc c'est la différence, par exemple, si vous prenez $1, on va toujours revenir sur l'exemple du dollar, il est fongible, ça veut dire que si vous prenez une pièce qui a été frappée il y a 20 ans et une pièce d'aujourd'hui, elles sont indissociables, alors oui, ça va être écrit l'année, machin, mais elles ont la même valeur. Alors que quelque chose du coup qui est fongible, c'est quelque chose qui est unique, il n'y en a qu'un, c'est tout. Donc cette idée-là, en fait, ça fait longtemps qu'on essayait dans le numérique d'avoir cette preuve-là finalement. Parce qu'on le voit par exemple dans le monde de l'art. Si j'achète un tableau de Pablo Picasso, la valeur du tableau, c'est pas le tableau en lui-même, c'est le certificat d'authentification qui me dit il y en a que 2 dans le monde, par exemple, ou quelque chose comme ça. Donc le NFT, vu que maintenant c'est sur la blockchain, et la blockchain va toujours ramener à ce côté justement Validation depuis l'origine. Validation infalsifiable, ouvert, etc. et visible par tous, ça nous permet de garantir du coup l'émission, par exemple, d'un tableau qui serait, si moi je possède le NFT associé au tableau, il est à moi. Et c'est indiscutable parce que la blockchain le prouve, on peut aller vérifier. En fait, le NFT, c'est juste la représentation numérique de l'authentification de l'objet. Là où le smart contract, c'est plus, il vient remplacer en fait les contrats actuels aujourd'hui, au lieu que ce soit géré par un service central. C'est décentralisé. Et puis si demain tu veux valider que cette propriété t'appartient, si demain le cadastre de la ville, le service de l'agence urbaine de la ville de Montréal brûle, il y a quelque chose qui permet justement de valider. Mais ça aurait même bien s'il y a- servi dans les années 60 dans une région au Moyen-Orient, je pense. Même s'il n'y a pas d'objet physique, il y a quand même Une preuve. un smart contract qui va être avec Une un certification. NFT. Parce que Ouais, je pense qu'il y a un smart contract derrière. Je ne veux pas m'engager parce qu'on dirait que je n'ai pas la conviction à 100%, mais ça me semble cohérent ce que tu dis. Ouais, je sais pas, moi je suppose le Non, truc ça c'est d'un semble- point de vue ça semble logique, cohérent. mais peut-être que je me Les trompe smart complètement. contracts, moi, tu vois, par exemple, je l'ai bien compris dans la finance décentralisée. Donc, c'est quoi la finance décentralisée? Si moi, aujourd'hui, par exemple, je veux investir mon argent pour récupérer du coup des intérêts, je le mets à la banque. Donc, la banque, en fait, elle va regarder combien j'ai mis. Dans un an, elle va dire, bon, tu nous as bien laissé pendant un an tel argent, on a un taux d'intérêt de temps, voilà ton argent. Le fait que ça soit déjà décentralisé, tu viens d'enlever tous les frais, on l'a dit, ça déjà, des banques, etc. Donc, tu peux augmenter vachement ton taux d'intérêt. Mais en plus, c'est que tu vas pouvoir avoir un smart contract qui dit à l'émission de chaque bloc, par exemple, on rappelle que c'est une blockchain, on va pouvoir vérifier du coup si ton argent avait bien été conservé dans ce compte-là.
Et à ce moment-là, le smart contract va pouvoir délivrer et valider, tu vois, que tu vas recevoir des intérêts associés à ce que tu avais laissé. Mais du coup, au lieu d'avoir une itération annuelle, on peut avoir une itération toutes les 15 secondes. À chaque fois qu'il y a un nouveau bloc qui est... Voilà, et on va mettre l'effet cumulé, hein, qui est, comme disait Einstein, la 7e ou la 8e merveille du monde, je ne sais jamais, parce que l'effet cumulé, c'est extraordinaire. Les gens ne se représentent pas. Là encore, je renvoie peut-être à notre épisode sur les finances personnelles. Mais du coup, tu vas pouvoir jouer à fond là-dessus et faire beaucoup, beaucoup plus d'intérêts. On peut parler facilement d'un 10% par an avec la finance décentralisée. Et c'est pas déconnant. C'est quelque chose de très, très safe. Ouais, les choses qui paraissent hallucinantes quand on regarde des applis crypto, c'est les taux d'intérêt. Quand on s'extasiait presque d'avoir un 1% sur un livret A à un moment donné, là, on rigole quand on voit qu'il y a des fois du 20% sur certaines cryptos en intérêt, en fait. On se rend compte que la finance traditionnelle se gaffe à mort, et ce depuis des siècles. Ça en lumière, quoi. Et ça peut être fait de façon totalement décentralisée, du coup, via donc un smart contract. Donc, pour donner un exemple très précis, imaginons que moi, j'ai un Bitcoin et je veux du coup faire un prêt. Je peux le faire. Donc, je vais dire, moi, je mets mon Bitcoin et puis, en échange, je veux l'équivalent en dollars. Et puis, quand je vais rendre les dollars, vous me rendez mon Bitcoin. Puis ça, c'est mis dans un smart contract. Non, mais c'est une genre d'hypothèque, en fait, que tu mets en disant... Ouais, c'est ça. Et après, alors, imaginez toutes les pertes en revenus pour toutes les industries qui sont reliées à toutes ces transactions aujourd'hui, certifications. Pensez à toutes les fois que vous allez chercher un document légal et qu'on vous demande un timbre fiscal, machin, tout ça là. Imaginez ce que ça va... L'optimisation de dingue, quoi. Ouais. Il y a des postes qui vont sauter. Si on imagine que ça devient la norme un jour. Ouais. Alors, le nombre d'emplois que ça va enlever, il est colossal en vrai. Et que ça va créer aussi. Ouais, mais ça va en créer d'autres. Oui, bien sûr, non, mais oui, t'as raison. Les gens réfléchissent souvent en mode le nombre d'emplois qu'on perd plutôt que ceux qu'on va créer. Mais ça va enlever des métiers. Des gens qui n'ont pas de tableau Excel là, qui vont dégager. Exact. Il y a un concept qu'on n'a pas abordé du tout, c'est le fait que, j'essaie de trouver le mot en français, la scalability pour ce genre de transactions-là. Aujourd'hui, dans un réseau Visa, Mastercard, quand c'est des milliers, voire, j'ai pas le chiffre exact, je vais pas inventer des chiffres, mais c'est énorme le nombre de transactions qui sont faites en façon concurrente, parallèle. C'est énorme. Certaines blockchains ne sont pas aussi scalable que justement ces trucs-là. Donc, on n'est pas encore rendu là. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Je sais que l'Ethereum, c'est beaucoup plus fluide, c'est mieux que le Bitcoin, mais on est encore... Il y a un temps de latence qui est quand même assez énorme avec les gens qui expriment des points par rapport à la consommation d'énergie que ça génère. Ouais. En fait, là, tu viens de parler d'un truc qui est très important dans la crypto-monnaie. C'est ce qu'on appelle le trilemme de la crypto-monnaie. Le quoi, pardon ? Le trilemme. Trilemme. À vos souhaits. Alors, vas-y, traduis-nous ça. Le trilemme, imaginez un triangle et c'est les 3 problématiques sur lesquelles on veut jouer. Le problème, c'est que si on va trop vers une des pointes du triangle, ça va être au détriment des 2 autres. Okay ? Donc, le premier, c'est la décentralisation. Ensuite, il va y avoir la sécurité. Et finalement, la scalabilité. Donc, si je veux un réseau qui est ultra scalable, du coup, il faut que j'ai moins de points de validation. Donc, je perds, par exemple, sur la sécurité. Tu vois ce que je veux dire ? Et en fait, toutes les cryptos essayent de résoudre ce problème-là. Toutes, elles essayent de faire ça. Bitcoin, par exemple, a décidé de privilégier la sécurité. Ce n'est pas le réseau le plus rapide. Tu as des réseaux beaucoup, beaucoup plus rapides, mais par contre, ils peuvent se faire hacker plus facilement. Donc, c'est ça qui est intéressant. Après, quand on se dit ils peuvent se faire hacker facilement, c'est que juste au niveau de sécurité, ils utilisent des protocoles qui sont un peu moins lourds et moins contraignants que ceux utilisés ailleurs, mais ça reste quand même très, très sécuritaire. C'est difficile, quoi qu'il arrive. Faut pas penser que c'est vulnérable et que c'est attaquable facilement. Tu vois, par exemple, l'Ethereum classique, qui est un projet crypto, lui, ils avaient eu une attaque 51% parce qu'ils n'étaient pas assez décentralisés. C'est une des seules, d'ailleurs, à ma connaissance. Je ne vais pas dire de bêtises. Donc, l'attaque 51%, c'est-à-dire qu'au même moment, tu hacks 51% des ordinateurs à travers le monde qui gèrent les validations, la puissance. Donc là, tu prends le contrôle du réseau. Mais Bitcoin, aujourd'hui, c'est impossible. Ça leur était possible en peut-être 2013, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais aujourd'hui, en 2022, c'est impossible. 51%, ce serait... Même les ordinateurs quantiques, il y a des gens qui disent ça, mais il faut y avoir accès. Parce que les attaques classiques sur ce genre de blockchain, c'est que pendant que les mineurs, là, les nœuds, les réseaux, les gens qui participent justement à la validation dans le réseau, pendant qu'eux, ils valident, tu peux toi aussi à côté commencer à valider à côté. Mais il y a un concept de
on regarde la chaîne la plus longue et c'est comme ça qu'on sait c'est lequel qui est legit versus ce qui est pas legit. C'est comme ça qu'on détermine si une action est valide ou pas. Donc, si tu veux exploiter cette vulnérabilité-là, comme Julien disait, il faudrait avoir plus de 51% de la puissance de Il faut calcul. que tu aies une machine extrêmement puissante qui batte la longévité des... Alors c'est le chiffre... l'ancienneté des autres Exact. validateurs. Et il y a en un fait. chiffre il y a une estimation qui a été faite, je pense c'est un 4 milliards, 2 milliards, genre c'est quelque chose que Astronomique. l'univers n'est pas capable de gérer aujourd'hui. Donc c'est très, très, très probable de hacker justement cette chaîne-là. Question. Réponse. Non, je vais revenir à la base. Ouais, plutôt. vas-y. On n'a pas parlé, mais du coup, est-ce que c'est possible, là, actuellement, je sors une carte bleue, Ouais. une carte de crédit, ou je sais Ouais. pas, je sais pas comment Ouais. ça s'appelle, et est-ce que je peux payer avec directement si je vais En crypto, admettons, tu parles en crypto-monnaie et que ça se transforme directement en USD ou en CAD, ou ça dépend d'un pays où Alors je suis, oui. je sais pas. Oui, ça existe déjà. Ça, tu vas avoir, tu parlais justement, Revolut, Binance, par exemple, a fait une carte de crédit. Le problème, c'est que dès que tu passes en fiat, Carte de paiement. les cartes de paiement, ouais, c'est peut-être pas de crédit là, mais en tout cas, c'est que mettons que j'ai de la crypto, je paye et mettons Binance va me rendre ce service de reconvertir en fiat. Mais à ce moment-là, déjà, je vais avoir des frais, c'est sûr. Mais en plus, je vais être imposable. Voilà, c'est là où je voulais en Et venir. voilà, tu voulais me tendre un piège. Voilà. Mais sache que quand même, pour terminer là-dessus, le problème temporaire, c'est que pour l'instant, il y a encore trop peu de magasins ou de personnes qui acceptent la crypto-monnaie. Mais c'est comme une monnaie circulaire. Dans une collectivité, des gens qui décident à partir d'aujourd'hui, telle monnaie a du sens pour nous et que tu peux acheter ton pain, tu peux acheter ton lait, tu peux acheter ton machin, Le Venezuela. tu peux fonctionner. Le Venezuela n'a pas eu le choix parce que leur monnaie était gérée comme la marde et du coup maintenant... L'inflation a tué en compliqué, fait la quoi. monnaie locale. Ouais. Et comme disait, il y a de plus en plus, comme là devant chez moi, des petits stores Qui acceptent juste le où il y a un Bitcoin, ATM et en fait tu peux retirer de l'argent directement dans ton ATM en dépensant des bitcoins, etc. Et puis, une des mises à jour qu'il y a eu justement sur Bitcoin, l'une des plus majeures dernièrement, c'est le Lightning. Donc, c'est justement la possibilité de payer en Bitcoin, mais de façon très, très rapide et très peu chère. En fait. On est encore. Mais Au c'est que les Lightning. balbutiements. C'est Hein. encore au Lightning, si on on est peut d'accord, comparer on est la plus à lui. crypto à un bébé, il est en train d'apprendre à marcher en ce moment. Ouais, il a l'âge de ta fille. Ouais. là. Mais du coup, ce qui m'amène, tu m'as parlé d'imposition. Ouais, alors du coup, C'est quoi ça? vas-y. Je comprends pas. Bah, ça, c'est le gouvernement qui veut sa part du gâteau. Mais oui, mais Non, on disait que c'était pas allons à la contrôlé base. ou Allons à je la sais pas. base. Allons à la base. Aujourd'hui, tu prends de l'argent, tu le mets sur un compte d'épargne. Ça génère des intérêts. À la fin de l'année, tu reçois un relevé bancaire qui dit voici ce que ça a généré et tu dois le déclarer dans tes impôts. Donc, c'est de l'argent que tu as fait sur une transaction qui était gagnante. Oui, parce que tu savais que c'était gagnant. Mais là, en crypto, vu que c'est hyper volatile, demain, tu peux très bien Mm. perdre de l'argent, mais Mm. regagner le surlendemain, Mm. tu as pris le risque de le faire. C'est Pourquoi cal- tu c'est serais imposé? C'est calculé sur l'année fiscale, si je dis pas de conneries. Mais encore une fois, Ça change d'un pays à l'autre en plus. hein. Ouais, exact. Là où je parle de ici au Canada, comment ça marche. Mais vu que les gouvernements veulent mettre la main sur quelque chose qu'ils ne comprennent toujours pas et qu'ils considèrent dangereux pour l'instant, et que eux-mêmes savent qu'il y a des opportunités et puis ils essaient. Donc, bien évidemment, ils régulent ça à mort. Donc, ils essaient de surtaxer et de tirer le Et maximum. si tu utilises ta carte Binance, mais Binance, il t'a fait ton KYC, il s'est quitté, donc il va aller snitcher au gouvernement que voilà, il Ouais. a dépensé tant. Ah, aujourd'hui, c'est automatisé. Hein. Je Mais- peux te dire que pas Ah ouais. besoin de Mais bien sûr. demander. C'est les Mais t'as des rapports. cartes anonymes. Il y a des trucs dans des pays, certaines Blanchir de l'argent. quoi. Caraïbes et compagnie, en fait, c'est des cartes complètement anonymes. Donc là, si toi, tu leur envoies l'argent, ils te mettent ça sur un truc, il y a des solutions. C'est de la défiscalisation. Le truc, c'est comme à chaque fois, c'est que c'est les plus riches qui en profitent. Mais c'est pas- criminel pas les gens aujourd'hui. qui essaient de sortir. Il faut juste le dire, c'est considéré c'est comme une criminel. activité criminelle. C'est comme. Mais on On disait a vu les Panama justement, Papers, hein, on sait qui c'est qui profite de ces systèmes-là. la crypto-monnaie, globalement, ce qu'on disait, c'était quelque chose qui, on veut que ce soit pas contrôlé, etc. C'est décentralisé, etc. Mhm. Mais alors pourquoi on a quand même un contrôle qui est fait, sachant qu'on dit que c'est décentralisé, etc. La Tu prémisse. dis- La prémisse n'est pas encore réalisée. Ça, c'est là où on veut aller. Mais alors quel est le droit de l'État de te faire ça? Mais l'État s'octroie tous les droits. Ça, c'est là, L'État a le privilège numéro un, genre, Ce qu'il c'est-à-dire qu'ils peuvent décider demain. Enfin, ils ont le droit de vie, c'est ça. de vie ou de mort. à, sur tra- ça. à travers la Ça a à justice. peine changé hein, depuis le Non, Moyen Âge. je sais, je comprends, c'est la question que je pense Mais que je suis se d'accord pose avec plein de toi. monde, tu vois, c'est... Mais moi, j'espère que les vont se réveiller à un moment donné. Parce qu'en fait, il suffit qu'on fasse sans eux. Imagine, moi, je me suis toujours dit, alors là, je sors un peu du truc, mais imagine demain, tout le monde dit, je paye plus mes impôts. Et tout le monde. Ils font quoi?
problème, c'est qu'ils jouent sur la peur. Le La côté, plupart des gens, ils vont dire, non, moi, je veux pas aller en anarchiste, prison, machin et tout. Donc, t'as 3 tocards, moi compris, qui vont faire. On va se ramasser en prison parce que 3 personnes, ils peuvent les mettre en prison. Mais si le monde entier dit ça, aucun sens. Et j'espère que tout ce qui se passe en ce moment, ça réveille les gens sur genre les aberrations de notre système et qu'à un moment donné, ils disent bon, bah parfait, qu'est-ce qu'on fait du coup? On s'organise avec la crypto-monnaie. Aujourd'hui, la solution technique est là. On peut s'organiser et ils le font dans certains pays et voilà. Je crois qu'il y a déjà eu des pétitions pour dire on ne paye pas nos impôts cette année. J'aurais- Ce serait trop bien. j'aurais signé direct, man. Pétition Facebook. Mais bien sûr, ça, c'est le côté anarchiste de Julien. Moi, c'est mon côté anarchiste. Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec Julien. C'est Ouais, je suis encore. On fait ça quand? C'est de la confiance distribuée, c'est de la confiance collective. Prochain en fait. épisode du podcast On en fait- prison. Il n'y a plus personne. Et puis même sur la blockchain, moi, parce que je suis pas, attention, je dis pas, je veux pas avoir l'air du gars qui veut pas redonner à la collectivité, mais je veux pas que le gouvernement décide pour moi où c'est que mon argent va. Et en fait, moi, je pense que c'est un peut-être des enjeux de la blockchain dans le futur, c'est de gérer ça, peut-être le retour finalement, le juste retour de ce que tu as pu gagner, comment ça peut retourner dans la collectivité. En fait, ce qui est décevant, c'est que les gouvernements, les États aujourd'hui, ne se sont pas réinventés depuis des siècles. Bah, c'est fou. Man. Et ils sont basés sur des concepts et des principes qui datent qui n'ont plus. C'est des papis de toute manière qui disent. Tu les Avec vois, des les gars, bérets, ils comprennent rien quand on leur explique Bitcoin. Les mecs, ils sont en train de mourir. Quoi. En fait, c'était intéressant quand il y a eu devant le Congrès américain l'intervention de Ouais. tous les acteurs du Web3, en fait, pas juste la crypto-monnaie. C'était vraiment intéressant de voir comment les gens qui justement étaient au Congrès comprenaient rien du tout. Donc, fallait partir vraiment d'un niveau très, très Mais moi, je basique. me dis Internet. Est-ce que tu penses que les gouvernements, ils voulaient Internet comme aujourd'hui? À mon avis, non. Bah, c'était Ça a quand même eu lieu. c'était ridicule, Tu vois c'était ce que je veux dangereux. dire Aujourd'hui, c'est évident. Et voilà. Donc, moi, c'est qu'une question de temps. On va le connaître de notre vivant, j'en suis sûr. La crypto-monnaie, ça va être évident. Ça fait moins de 15 ans, les gars. Ça fait que C'est rien. ça fait moins de 15 ans, c'est rien C'est du rien. tout. Et comme tu disais, on Ils disait n'auront pas le choix. au début que Internet c'était dangereux, et puis finalement ça s'est Voilà. démocratisé, etc. Et pareil Et là moi, avec la crypto-monnaie. Je pense même qu'il va y avoir une séparation. Comme aujourd'hui, si je te dis, tu te rappelles quand l'État et l'Église, c'était Mhm. une seule unité, ça nous choquerait aujourd'hui parce que la plupart des gens sont athées, ils croient pas en Dieu ou peu importe. On ne peut pas parler de religion. Mais moi, je pense qu'il y aura éventuellement une séparation de la création monétaire et de l'État. C'est-à-dire que c'est un rôle qui n'appartiendra plus à l'État. Les États doivent encore exister. Il faut toujours légiférer, il faut faire des lois, sinon c'est la guerre. D'ailleurs, je veux rappeler que l'anarchie, c'est pas le chaos. L'anarchie, c'est des règles. Il n'y a pas de pouvoir dominant. La différence, c'est qu'on fait confiance aux gens. Je parle tout à l'heure de surveillance plutôt que de surveillance. On se regarde tous les uns les autres et on s'assure que ça fonctionne. Plutôt que de confier la tâche à quelqu'un, parce que dès qu'on centralise les pouvoirs, bah, ça amène la corruption. Quelque chose qui dit que le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument. C'est inévitable. Et il y C'est a plein beau ce que d'exemples. tu dis, Julien. C'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est ma citation du jour. On s'est beaucoup cassé la tête, avec toujours le plaisir, mais de trouver des épisodes et des sujets intéressants. Donc, laissez-nous un commentaire, que ce soit sur la thématique de la crypto ou autre chose. Si vous avez des questions spécifiques qu'on n'a pas du tout abordées, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires pour que nous, ça nous donne des idées justement d'épisodes à faire par la suite. Bah oui, Parfait. bah oui. T'as tout dit. Franchement. C'est ça que tu voulais Voilà. dire? Ah, Écoute, désolé. voilà, j'ai- tu as enchaîné parfaitement. Super. Merci beaucoup pour avoir écouté cet épisode. Merci les gars pour votre participation. Très Merci à vous. intéressante. Cryptoman. Et on se dit à très vite dans votre poche.